Que pour investir, le déchiffrage. Le déchiffrage du lundi avec Mathias Bacchino de chez Trade Republic. Bonjour Mathias. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Guten Tag. Gustave Sondal est également avec nous. Bonjour Gustave. Bonjour Lorraine. Cofondateur de Colbert. On démarre avec vous parce que nous sommes dans une humeur allemande. Et Mathias, je vous laisse l'intégrale responsabilité de cet excellent jeu de mots avec lequel vous êtes venu matinalement dans notre boucle d'échange pour préparer cette émission. Vous avez un nouveau slogan. C'est Merz, Germany, Great Again. C'est le nom du nouveau chancelier, futur nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, qui vient de réussir un exploit complètement hors norme quand on regarde les 10 dernières années en Allemagne. C'est-à-dire qu'il vient de faire voter un plan de 500 milliards d'euros d'investissement en Allemagne sur les 12 prochaines années. Vote obtenu au Parlement allemand, ce qui, dans le contexte actuel, fait rêver, parce que le Parlement français et le Parlement allemand sont tous les deux très éclatés, et le Parlement allemand, lui, a réussi à voter ça. Il y a une petite culture de la coalition aussi. Une culture beaucoup plus développée que la nôtre, effectivement, mais néanmoins, c'est un exploit de la part de Friedrich Merz, ce qui m'a inspiré donc ce mot-là. Très bon jeu de mots. Pourquoi Make Germany Great Again ? Parce que l'Allemagne a un déficit d'investissement monstrueux dans ses infrastructures, que l'Allemagne a connu une récession plus ou moins larvée depuis 2 ans et qu'il était temps de relancer la première économie d'Europe. Le tandem franco-allemand est indispensable au fait de faire avancer l'Europe. Et là, la partie allemande et économique manquait. Donc 42 milliards par an d'investis dans les infrastructures allemandes pendant 12 ans, c'est colossal. Je vous laisse imaginer l'impact sur le DAX, l'indice allemand, qui est le meilleur indice en Europe, plus de 15% de hausse depuis le début de l'année, largement supérieur aux indices américains. Il avait du retard à rattraper, c'est sûr. Mais là, on va avoir une économie allemande et donc aussi des entreprises allemandes, mais pas que, ça va impacter aussi tout un tas d'entreprises européennes, entre autres dans le secteur des infrastructures ou de la défense. Donc voilà, un élément considérable et dont on sous-estime sans doute encore un peu l'impact pour l'Europe dans son ensemble, parce que 500 milliards sur 12 ans, c'est pas rien. Gustave, on va vous laisser rebondir. Juste un tout petit mot sur le DAX. On se disait belle endormie en plein réveil. Si vous nous faites l'histoire du DAX là, depuis le Covid, qu'est-ce qu'il faut retenir pour les investisseurs qui ne seraient pas du tout investis sur la bourse allemande ? C'était d'un ennui considérable. Depuis 2 ans, le DAX... voilà, c'était un indice qui historiquement était fort, mais qui là, depuis 2 ans, patinait sévèrement. Donc voilà, il est temps aussi sans doute de faire un peu le ménage aussi dans les valeurs au sein du DAX, entre celles qui vont bénéficier de ce plan de relance à plein et celles qui n'en bénéficieront pas. Donc voilà, du côté des infrastructures et des grands conglomérats allemands, il y a sans doute des choses à faire. Du côté des automobiles, des constructeurs automobiles allemands, il y a des soucis, mais ça c'est... un autre sujet. Le DAX qui évolue légèrement en hausse ce matin de plus 0,26% autour des 22 951 points. Gustave, on parle un peu indirectement de l'Allemagne avec vous. Vous avez envie de nous raconter l'histoire d'une bataille entre les David et les Goliath de la finance moderne, les petits investisseurs d'un côté et les hedge funds de l'autre, et les petits investisseurs sont en forme. C'était un concept un peu obscur jusqu'à 2020-2021 avec la première affaire GameStop où en fait des petits investisseurs se sont ligués en ligne avec notamment des plateformes comme Reddit ou encore Twitter à l'époque, maintenant X, pour combattre des positions dites short de certains gros investisseurs. Alors le short, c'est quoi ? C'est qu'en grosso modo, on parie à la baisse sur un titre en empruntant de l'argent, puis en achetant des titres et en les vendant automatiquement ou en tout cas dans le même temps. Et il se trouve qu'en Europe, contrairement aux États-Unis, il y a une grosse transparence qui est requise de la part des investisseurs short. Donc dès lors que vous avez une position short de plus de 0,5%, vous êtes obligé de le communiquer. Et donc, les petits investisseurs européens, comme les petits américains en 2021, ont observé qu'il y a eu un certain nombre de positions short sur la thématique de la défense, parce que beaucoup, de petits investisseurs avant ça, c'était un petit peu surenthousiasmés sur la défense, ce que les hedge funds avaient identifié comme une opportunité de short, parce qu'ils avaient considéré que c'était surévalué. Et il se trouve que c'est en train de plutôt bien marcher. Et quand ils se liguent en fait, contre les investisseurs short, ça fait ce qu'on appelle un short squeeze. Et donc, les investisseurs, pour tenir leur position, sont obligés de racheter des titres et donc de faire monter des titres qu'ils ont pour autant vendus. Et donc, on a ça sur un certain nombre de titres de défense. Donc, il y a Hensoldt, qui est une entreprise allemande qui fait plus 40% depuis le début de ce petit combat. Et on observe 18 fois plus de transactions sur la plateforme eToro sur cette valeur. Et même chose sur Eutelsat, qui est un opérateur de satellite européen, avec plus 300% de la valeur. Et déjà plus 187 millions de dollars de détruits pour les hedge funds qui, du coup, parient à la baisse sur cette valeur.
Et là, cette fois-ci, c'est 70 fois plus de transactions sur le broker DeGiro. Donc, on voit qu'effectivement, les petits porteurs, on va peut-être avoir les chiffres de Trade Republic d'ailleurs, mais en tout cas, on voit que les petits porteurs savent se liguer. Maintenant, ont des stratégies qui sont beaucoup moins, naïves que précédemment et ont des vrais résultats à l'échelle des marchés financiers, y compris contre les hedge funds. Ouais. Donc, c'est assez intéressant à suivre. Un GameStop version européenne, Mathias? Alors, on peut pas. Alors, ce qui se passe est plutôt positif parce que la culture autour de l'investissement et le niveau de sophistication des particuliers augmente. Ça, c'est bien. On peut pas citer GameStop comme exemple. Je fais une parenthèse. GameStop va publier ses résultats. Absolument. La vraie entreprise GameStop, c'est pas une raison pour retomber dans le FOMO. Donc, si Roaring Kitty nous écoute, qu'il se taise dans les jours qui viennent, ce sera mieux. Désabonnez-vous temporairement. Voilà, ce sera mieux. En revanche, le point essentiel pour moi, c'est qu'on assiste effectivement à l'émergence d'une génération d'investisseurs quelque part engagés. L'engagement prend plein de formes de nos jours, ça évolue beaucoup, y compris en faveur du secteur de la défense européenne, ce qui n'était pas prévu, je dirais, ces dernières années. Mais oui, effectivement. Et cette génération qui émerge, là, c'est un exemple. Mais des exemples de comment cette génération d'investisseurs engagés impacte le monde, à mon avis, on va en avoir énormément dans les années qui viennent. Le jour où dans des applications comme Trade Republic, on pourra voter aux assemblées générales des entreprises extrêmement facilement dans l'application directement, là, on verra ce qui se passe aux AG, mais à mon avis, on aura des surprises. Gustave. Pardon, excuse-moi, oui. Je pense que dans l'affaire GameStop, il y a un peu deux moments. Il y a le moment FOMO qu'il faut évidemment combattre et qui est un petit peu dangereux. Et il y a le moment conviction-combat. Et là, on est plutôt au stade du moment conviction-combat où les investisseurs arrivent à se fédérer. Et ça, c'est quand même assez intéressant, je pense. Ah oui, complètement. On est plutôt sur une phase de conviction que sur une phase moutonnière. D'ailleurs, les titres que je vous ai cités, croyez-moi, ils ne sont pas si connus de la plupart. Qu'est-ce que vous avez dit? Et Eutelsat. Et Eutelsat. Bon, Eutelsat, quand même, quand on est français, on connaît un peu. Un petit peu. Mais c'est pas non. Voilà, on parle pas de Tesla, Nvidia. Précision sur GameStop, puisque Mathias fait monter la sauce. GameStop publiera le 26 mars. On est le 24, donc ce sera mercredi. Voilà. Pas de FOMO, désabonnez-vous de Roaring Kitty pour la semaine. Un petit mot, puisque vous êtes dans un bilan, Mathias, et qu'on se projette sur l'avenir de l'investisseur et des investisseurs européens. Si on regarde ce premier trimestre 2025 qui s'achève, qu'est-ce qu'on peut se dire? Déjà, on a eu une. On est épuisé. Non, mais alors, il se passe énormément de choses. On a du mal à suivre le rythme de communication de l'administration Trump, ça c'est certain. Le premier élément essentiel du premier trimestre, c'est quand même le retour de l'Europe qu'on n'avait pas vu venir et qui nous donne une bonne leçon pour les particuliers, à savoir que la diversification, ça marche. Et ça, c'est quand même toujours bon de le rappeler dans des contextes comme celui-là. Donc, le retour de l'Europe à ce point-là, on l'avait pas vu venir. L'inquiétude au point que le mot stagflation soit prononcé concernant les États-Unis, à ce point-là, on l'avait pas vu venir non plus. DeepSeek, bien sûr, qui fait pchit, c'est Deep Pchit, journée jeu de mots aujourd'hui, Lorraine, mais DeepSeek qui fait un peu pchit face à l'événement Nvidia quand même de la semaine dernière, où Nvidia a rappelé que la puissance de calcul allait être un enjeu majeur pour les trimestres qui viennent, toujours. Donc, c'est un trimestre plein de surprises, un trimestre d'incertitude, un trimestre où, après une forte vague de hausse, les marchés américains ont littéralement calé, et où on va pouvoir voir si la culture économique a progressé, puisque les particuliers, pour l'instant, n'ont pas commencé à paniquer. Ouais. Donc on a des comportements qui sont plutôt des comportements raisonnables dans cette phase de correction qu'on a eue, qui n'était pas encore un crack. Voilà. Donc, les correction. Investisseurs dont vous parlez et que vous observez peut-être de plus près, Mathias, c'est qui? C'est les néo-investisseurs? C'est la culture financière qui concerne l'ensemble des investisseurs français? Quel persona vous identifiez? C'est indiscutablement un phénomène générationnel, puisque les clients de Trade Republic, qui sont plus d'1 million en France, 8 millions en Europe, ont en moyenne 32 ans. Donc c'est un rajeunissement incroyable de la base d'investisseurs en France, une féminisation aussi, puisque la proportion de femmes augmente rapidement dans la population des investisseurs, et une population qui est, ça c'est une observation qui me touche particulièrement, qui est beaucoup mieux répartie dans la population. C'est-à-dire que vous avez des classes moyennes et des classes populaires qui commencent à investir beaucoup plus jeunes, beaucoup plus tôt, que par le passé, et dans des proportions beaucoup plus importantes, ce qui pour le pouvoir d'achat de la classe moyenne française est plutôt une bonne nouvelle.
Et oui, en sous-jacent, c'est cette réforme de la retraite, je suis sûre, qui fait réfléchir aux gens à leur rapport à la capitalisation. Gustave? Ouais, effectivement, c'est peut-être vrai sur les néo-investisseurs, en tout cas sur les grands volumes dans les ETF. On voit quand même qu'il y a des retraits sur les US. En tout cas, c'est ce que nous a confirmé Amundi la semaine dernière dans un événement dédié. Donc, effectivement, on voit quand même les effets moutonniers ne disparaissent pas complètement et le gros des encours mondiaux sont quand même détenus par des institutionnels et par des grosses fortunes. Donc, c'est quand même ça qui fait bouger les marchés. Il faut quand même regarder attentivement, y compris quand on est un néo-investisseur, justement les volumes. Il y a la performance long terme, mais il y a aussi les volumes. Et les volumes vont quand même un petit peu dans le sens des marchés. Moi, si je pouvais juste rajouter un mot sur ce premier trimestre, c'est communication ou volatilité. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment quand on regarde la vraie performance du S&P sur le trimestre, ça ne fait pas si peur que ça. Je crois qu'on est autour des -5. C'est pas un crack. Et pour autant, quand on est dans les marchés au quotidien, moi, j'ai l'impression qu'on vient de vivre un crack. Donc, il y a une distinction entre le bruit, qui est le bruit presque d'un crack, et la réalité qui est plutôt une réalité extrêmement volatile, qui est le fruit, je pense, en grande partie de cette communication, cette surcommunication extrêmement dure à suivre, j'imagine, pour vous, Lorraine, et pour tous les observateurs. Oui, effectivement. Pour l'instant, en fait, on a limité la caisse et finalement, on n'est pas si loin des CEO de tous les temps. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec Thomas Veillet, notre chroniqueur contrariant suisse. Où en est-on vraiment sur les marchés? Peut-être bref pour finir rapidement ce tour d'horizon de l'actu du lundi. Gustave, vous vouliez nous toucher un petit mot de X qui atteint de nouveau une capitalisation symbolique, 44 milliards. Effectivement, petit rebond, pas attendu, puisque la tech américaine, on en parle souvent, est plutôt en repli. On est de retour au point en fait, d'entrée d'Elon Musk, qui était considéré comme largement surévalué au moment où il a fait la transaction, c'est-à-dire 44 milliards de dollars. Et après, ce n'est pas le fruit justement d'un effet de marché, c'est plutôt le fruit de changements structurels sur l'application qui semblent porter leurs fruits. Donc en fait, qu'est-ce qu'on observe? On observe, un retour des gros annonceurs, donc fin du boycott. Ça, c'est assez intéressant peut-être pour les US au global et notamment l'administration Trump. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, les gens redeviennent assez pragmatiques et reviennent. Donc là, je vous cite par exemple Apple qui s'était désengagé, ou encore Amazon, donc 2 gros annonceurs qui sont de retour sur la plateforme. Donc ça, c'est des sources de revenus en plus. Pas n'importe quels annonceurs, des annonceurs qui sont contents aussi d'aiguiller des fonds vers une entreprise de la tech. Là où c'est vraiment intéressant, Lorraine, c'est que c'était des annonceurs peut-être un peu plus engagés sur des mouvements d'idées plus libéraux il y a quelques années. Ouais. Et on voit que finalement, je ne suis pas sûr qu'ils en font la publicité encore, mais ils sont contents de revenir sur cette plateforme, premier élément. Deuxième élément, j'appellerais ça l'effet Doge, c'est-à-dire que ce qu'il applique aujourd'hui ou ce qu'il cherche à appliquer Elon Musk à l'administration américaine, il l'a fait dans ses entreprises, et notamment les entreprises qu'il a rachetées, en particulier Twitter. Je ne sais pas si vous vous souvenez des vagues de licenciements qu'il y avait eu. Notamment, je ne sais pas si vous avez suivi récemment, chaque fonctionnaire doit expliquer ce qu'il doit faire la semaine prochaine. Cette approche-là de dire, en fait, ceux qui ne produisent pas sortent, c'était une approche qu'il avait déjà faite, c'est-à-dire pas de développeurs qui ne produisent pas de ligne de code. C'était la rhétorique de l'époque. Donc, on voit qu'en fait, avec les revenus de 2022, il fait 2 fois les EBITDA, avec autour de 25 milliards, donc une rentabilité beaucoup plus forte. On parle souvent de croissance pour les valeurs tech, là, on parle aussi de rentabilité. Et le troisième effet, ça, c'est plutôt les perspectives de croissance que le marché va acheter. C'est la diversification des actifs de Twitter. Vous avez un actif bien connu maintenant, XAI, qui est cette valeur quand même assez avancée sur les LLM, pardon, et Xmoney aussi. Donc, on revient à une vieille martingale d'Elon Musk, puisqu'il a démarré dans la fintech avec PayPal, avec une vision d'ailleurs beaucoup plus ambitieuse que n'est devenu PayPal. Mais voilà, donc c'est 2 actifs de diversification qui portent le titre dans un contexte, encore une fois, assez moribond. Intéressant en 3 points, retour des annonceurs, méthode Doge et diversification, comment Twitter, enfin X, renaît de ses cendres. Mathias, c'est lundi, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête dans les prochains jours? Au fur et à mesure là, qu'on finit la période de publication des résultats d'entreprise, c'est a priori, et bien sûr sauf surprise sur le front géopolitique, mais sinon, c'est la macroéconomie qui devrait reprendre le devant de la scène là dans les jours qui viennent. Donc, on va avoir les premières estimations d'activité PMI aux États-Unis aujourd'hui, donc pour mars. On va avoir aussi les commandes de biens durables demain, l'inflation surtout qui est attendue vendredi pour les États-Unis, l'inflation PCE, et puis le PIB américain du 4e trimestre aussi. Donc après la réunion de la Fed, il y a 4 jours maintenant, et le statu quo qui a été posé par la Banque centrale américaine, on va avoir cette semaine de nouveaux indicateurs qui pourront laisser
présager du futur comportement de la Fed, dont on ne sait toujours pas si elle va reprendre sa baisse de taux en 2025. Donc on attend toujours 2 baisses de taux en 2025 de la part de la Fed, mais rien n'est moins sûr actuellement. Donc ces indicateurs macroéconomiques, c'est pas juste la routine, c'est vraiment un enjeu important pour comprendre où va l'économie américaine après le choc d'abord communicationnel, mais quand même pas que communicationnel non plus, imposé par Trump depuis janvier. Voilà, le retour de la macro cette semaine. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage. Vous venez d'entendre Mathias Bacchino de Trade Republic et Gustave Sonden de Colbert, à retrouver d'ici quelques minutes en podcast sur notre site et notre application. Justement, que fait la Bourse de Paris en ce lundi matin? On va voir ça avec nos deux traders.